Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la notion de DMZ, donc une notion très importante lorsque l'on s'intéresse à l'informatique et plus particulièrement à tout ce qui va être réseau et sécurité. Alors je vais vous expliquer ce qu'est une DMZ et puis nous verrons deux architectures possibles pour mettre en place une DMZ, mais tout ça restera théorique aujourd'hui au sein de cette vidéo. Alors si vous êtes prêts, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et une fois que c'est fait, c'est bon, on peut passer à la suite. Qu'est-ce qu'une DMZ en informatique? En voilà une bien belle question. Eh bien tout d'abord, il faut savoir que DMZ en français ça signifie zone démilitarisée. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une zone démilitarisée? Eh bien pour bien comprendre et revenir à l'origine de ce terme, il faut s'intéresser à l'histoire. Alors non pas à l'histoire de l'informatique, mais bien à l'histoire du monde et plus particulièrement à la guerre froide et à l'histoire des deux Corées, donc la Corée du Nord et la Corée du Sud. Puisque la zone démilitarisée, finalement, c'est une zone tampon qui représente la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, comme on peut le voir ici sur l'image. Et donc cette zone tampon, en fait, elle correspond à des terres inhabitées et où l'accès est très contrôlé, très limité. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la zone démilitarisée des Corées et la zone démilitarisée en informatique? Eh bien, si l'on compare la situation des deux Corées, donc la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec un réseau informatique, on peut voir quelques similitudes. Finalement, on pourrait se dire que la Corée du Nord, c'est Internet, ou le réseau local, mais comme elle est au-dessus, on va dire que c'est Internet. La Corée du Sud, quant à elle, c'est le réseau local, donc notre réseau intranet, si on peut dire. Et la zone démilitarisée, c'est en fait une séparation entre les deux réseaux qui est là pour des raisons de sécurité. Autrement dit, la zone Internet va être la zone à risque, la zone, donc la frontière, va être notre DMZ, notre zone démilitarisée, et le réseau local va être notre zone de confiance que l'on peut considérer comme un réseau étant sécurisé. Alors dans ce cas-là, la DMZ va servir à protéger le réseau local tout en permettant la communication entre le réseau local et Internet, mais de façon sécurisée. La DMZ, au même titre que le réseau local, est un sous-réseau. Donc la DMZ, ça va être un sous-réseau isolé du réseau local qui va servir de zone tampon entre un réseau sécurisé et un réseau non sécurisé. On peut se dire ensuite, mais une DMZ, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va venir connecter? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette DMZ? Eh bien dans cette DMZ, on va venir connecter des serveurs qui ont besoin, qui ont des rôles spécifiques et qui ont besoin de contacter Internet et surtout d'être contactés depuis Internet. À partir du moment où un serveur a besoin d'être contacté depuis Internet, on peut dire que c'est un serveur à risque, puisque cela représente une porte d'entrée, mais pour certains types de serveurs, notamment des serveurs web pour héberger un site, il faut bien que notre serveur web soit accessible depuis l'extérieur. C'est le cas également d'un serveur de messagerie, puisqu'il faut qu'il envoie les mails, mais il faut aussi qu'il puisse recevoir les mails. Donc s'il n'y a pas les flux réseau qui permettent de contacter le serveur de messagerie, eh bien ça va poser problème pour réceptionner les mails. Sauf qu'on ne va pas tout simplement sur le pare-feu de l'entreprise ouvrir les ports bêtement pour que les flux arrivent sur notre serveur de messagerie et qu'à côté de ça il y ait tous les PC et tout qui sont connectés, parce que si le serveur de messagerie il se fait pirater, eh bien l'attaquant directement il peut rebondir sur toutes les machines qui sont connectées sur le même sous-réseau. C'est pour ça que le serveur de messagerie par exemple, on va venir le positionner en DMZ, comme ça c'est la zone tampon isolée, avec les accès contrôlés, vraiment dédiés à ça, totalement indépendamment du réseau local. Alors de nos jours, la tendance ce n'est pas, même si le serveur de messagerie il est en DMZ, la tendance ce n'est pas de l'exposer lui directement sur Internet, mais plutôt de mettre en place un reverse proxy qui va servir de relais entre les clients Internet et puis le serveur de messagerie ou le serveur web en lui-même. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi ma vidéo au sujet de la notion de proxy et reverse proxy que j'ai publié il y a quelques jours. Grâce à notre DMZ, on va pouvoir respecter plusieurs principes
Donc tout d'abord, ne jamais exposer directement sur Internet les serveurs et PC connectés au réseau local. Donc on imagine un serveur proxy en DMZ, les serveurs et les PC de notre réseau local vont passer par ce serveur proxy pour accéder à Internet. Ensuite, tous les flux qui passent par la DMZ sont soumis à du contrôle, à des filtrages, via notamment le pare-feu qui est au milieu, puisque pour créer une DMZ, eh bien, au milieu on va avoir un, voire même plusieurs pare-feux, comme on va le voir après. Et donc c'est ce pare-feu, par l'intermédiaire de ces interfaces réseau, qui va créer les différents sous-réseaux, les différentes zones, on va dire, donc la zone Internet, la zone DMZ et la zone réseau local. Comme je le disais plus ou moins tout à l'heure, la zone DMZ est une zone étanche, puisqu'en cas de compromission d'un serveur, l'attaquant va avoir accès au serveur qui est dans la DMZ, mais il va être en quelque sorte bloqué dans cette zone, puisqu'il n'aura pas directement accès aux autres serveurs, aux autres PC, qui eux sont connectés directement sur le réseau local de l'entreprise. Ou dans tous les cas, cela va lui compliquer la tâche, puisqu'il faudra qu'il arrive à passer outre le filtrage du pare-feu pour accéder au reste de l'infrastructure. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de la vidéo où nous allons voir deux types d'architectures différentes lorsqu'il s'agit de mettre en place une DMZ. Alors on va commencer par un premier exemple avec la création d'une DMZ avec un seul et unique pare-feu. Donc c'est un cas très courant en entreprise, donc on va avoir un seul pare-feu, éventuellement redondé, mais avec la même configuration. Donc c'est le pare-feu ici, avec ses trois cartes réseau, qui va créer nos trois zones, comme je le disais, donc Internet, la DMZ et le réseau local. Chaque zone est indépendante et c'est le pare-feu, grâce à des règles de filtrage, qui autorise les communications d'une zone vers l'autre sur des ports et des protocoles spécifiques. Donc, comme on peut le voir sur le schéma ici, le réseau local utilise un adressage IP privé, on va dire, tout comme la DMZ, alors qu'au niveau d'Internet, ici le pare-feu aura une adresse IP publique. Alors si on va un petit peu plus loin au niveau du schéma et qu'on simule un envoi de mail, eh bien on peut voir ici que mon PC dans le réseau local va envoyer le mail via le serveur de messagerie. Donc au niveau de mon pare-feu, je vais autoriser mon réseau local à communiquer vers mon serveur de messagerie uniquement avec le protocole SMTP pour envoyer les mails et aussi le protocole IMAP ou POP3 pour télécharger les mails. Mais en tout cas pour les envoyer ce sera le SMTP, donc on va autoriser uniquement ce flux vers le serveur de messagerie et ensuite le serveur de messagerie lui pour envoyer ses emails sur internet. Mais vous voyez, on va vraiment pouvoir contrôler tous les flux entre ces différentes zones grâce à la mise en place de la DMZ, de cette zone tampon qui va permettre, grâce à cette architecture, ça va nous permettre vraiment d'appliquer un filtrage très fin. Notre serveur de messagerie, en aucun cas, il a le droit de faire un ping vers un PC du réseau local ou un serveur du réseau local. Il n'a pas non plus le droit de faire du bureau à distance vers notre réseau local, ni du SSH. Il a seulement le droit de faire ce qui concerne la gestion des mails, donc l'envoi, la réception, éventuellement le webmail via HTTPS. Pour ça, on pourra le publier sur Internet via le reverse proxy. Mais voilà, dans tous les cas, il sera positionné en DMZ pour pouvoir faire un bon contrôle au niveau des flux. Maintenant, nous allons voir une seconde architecture possible basée sur l'utilisation de deux pare-feux. Alors cette fois-ci, on ne va pas avoir un pare-feu avec trois interfaces comme précédemment. Là, la DMZ va être créée implicitement, on va dire, par la zone qui se situe entre les deux pare-feux. Donc comme on peut le voir ici, le pare-feu numéro 1, il a une interface WAN, Internet, une interface DMZ, donc qui va être l'interconnexion avec l'autre pare-feu, et notre serveur de messagerie va se retrouver ici. Et lui, le pare-feu numéro 2, il est connecté au LAN et à la DMZ. Et donc là, c'est pareil, pour l'envoi de mail, le pare-feu numéro 2 va autoriser le LAN à communiquer avec le serveur de messagerie, mais non pas sortir en direct pour faire du mail. Et le pare-feu numéro 1 va autoriser seulement le serveur de messagerie à envoyer les emails. Donc on a vraiment deux niveaux de filtrage, deux niveaux de protection possibles grâce à une architecture comme ceci avec deux firewalls, même si ça reste assez rare en production, enfin rare dans le sens où ça va coûter plus d'argent puisqu'il faut avoir un nombre plus conséquent de pare-feux. Alors si on va un petit peu plus loin
au niveau de la configuration d'un point de vue théorique, on va dire que le pare-feu numéro 1, il autorise seulement les communications entre Internet et la DMZ, et le pare-feu numéro 2 uniquement entre le réseau local et la DMZ. Et comme ça, on retrouve bien notre zone tampon, et tout ça est fait bien sûr sur des ports et des protocoles spécifiques pour faire passer les flux qu'on a besoin. Par exemple ici c'est de la messagerie, mais je pourrais aussi avoir un serveur proxy dans ma DMZ, et tous mes PC du réseau local doivent passer par le serveur proxy pour aller sur Internet. Dans ce cas-là, la navigation Internet n'est pas possible en direct. Grâce à ces deux pare-feux, dans le cas où un attaquant parvient à compromettre notre serveur de messagerie et donc à passer outre le pare-feu numéro 1, il se retrouvera sur le serveur de messagerie, mais il aura face à lui un second pare-feu avec une autre politique de sécurité bien précise qui ne permet pas d'aller sur Internet, qui autorise seulement la communication entre la DMZ et le réseau local, donc ce qui va lui compliquer d'autant plus la tâche. En tout cas, que ce soit avec un ou deux pare-feux, gardez vraiment à l'esprit que l'objectif c'est de protéger notre réseau de confiance, donc notre réseau local, grâce à la mise en place de cette zone démilitarisée qui va nous permettre d'ouvrir les flux vers les serveurs qui doivent être joignables depuis Internet, sans remettre en cause la sécurité des équipements qui, eux, sont uniquement utilisés au niveau du réseau local. Voilà, cette vidéo théorique sur la notion de DMZ est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bien compris, que les explications étaient suffisamment claires pour vous permettre d'assimiler les différentes petites subtilités et de bien comprendre l'intérêt d'une DMZ. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, à liker et à partager la vidéo. Et puis on se retrouve rapidement pour une ou deux dernières vidéos avant la fin de l'année. Ciao!